travaux dirigés. TD1, Doc 1. CAS. Com. 7 février 2012, obligation de confidentialité et loyauté et de sincérité du bénéficiaire de crédit. L'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2012 concerne l'obligation de déposer les comptes annuels d'une société au greffe du tribunal de commerce. Dans cette affaire, une société contestait cette obligation en invoquant une atteinte à son droit à la protection de ses données personnelles. Cependant, la Cour de cassation a estimé que cette atteinte était proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises. Par conséquent, la Cour a rejeté le pouvoir de la société et a confirmé l'obligation de déposer les comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. Dans cette affaire, la Cour de cassation a rejeté les pouvoirs formés par les liquidateurs d'une société en liquidation judiciaire contre les arrêts qu'il avec déboutés de leur demande indemnitaire. La Cour a retenu que les emprunteurs étaient soumis à une obligation contractuelle de sincérité et que le groupe CM avait omis de fournir des informations importantes aux banques. Elle a également considéré que le comportement du bénéficiaire du crédit était gravement répréhensible, justifiant ainsi la rupture des concours bancaires par la banque. La Cour a en outre jugé que les difficultés rencontrées avec la banque après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire étaient sans incidence sur la décision de liquidation judiciaire. Les pouvoirs ont donc été rejetés. Doc. 2. CAS. Com. 15 DEC. 2015, obligation de confidentialité et liberté d'informer du journaliste, et observation de PH. Roussel-Gall, Rêve. Société 2016, p. 193. L'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2015 concerne la responsabilité d'un dirigeant de société en cas de faute de gestion. Dans cette affaire, un dirigeant de société avait pris des décisions qui avaient entraîné des pertes financières importantes pour la société. Les actionnaires de la société ont engagé une action en responsabilité contre le dirigeant, arguant qu'il avait commis une faute de gestion. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel, qui avait retenu la responsabilité du dirigeant. La Cour a considéré que les décisions prises par le dirigeant étaient contraires à l'intérêt social de la société et constituaient une faute de gestion engageant sa responsabilité. Le document concerne une décision de la Cour de cassation en matière de confidentialité et de liberté d'informer des journalistes. La Cour a statué sur le fait que la publication d'informations confidentielles relatives à des procédures de prévention des difficultés des entreprises constitue un trouble manifestement illicite, sauf si ces informations contribuent à l'information légitime du public sur un débat d'intérêt général. La Cour a cassé et annulé la décision de la Cour d'appel, renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de Paris. Revue des sociétés. Cet article examine l'obligation de confidentialité dans les procédures de mandat ad hoc et de conciliation en France. La Cour de cassation a confirmé que cette obligation s'applique aux journalistes, sauf si l'information concerne une question d'intérêt général. La diffusion d'informations confidentielles constitue un trouble manifestement illicite, à moins qu'elle ne contribue à un débat général. La confidentialité est essentielle pour protéger les droits des entreprises et assurer la transparence des négociations. Doc. 3. CAS. Com. 13 février 2019, obligation de confidentialité et liberté d'informer du journaliste, et observation de L.C. Henry, prévention et confidentialité. La fin d'un feuilleton sans suspens, Rêve. Société 2019, p. 553. L'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2019 concerne la violation de la confidentialité dans une procédure commerciale. Dans cette affaire, une société a publié des articles sur Internet révélant des informations confidentielles sur l'entreprise en cours de restructuration de sa dette. La société a fait valoir que sa liberté d'expression avait été violée, tandis que la Cour a soutenu que la confidentialité de la procédure était nécessaire pour protéger le succès des négociations et l'avenir de l'entreprise. La Cour a rejeté la demande de la société et a confirmé la décision d'imposer des amendes et des dommages-intérêts. Dans cet arrêt de la Cour de cassation, la société Merger Marca Limitée conteste la décision de la Cour d'appel d'accueillir les demandes de retrait et d'interdiction de publication d'articles contenant des informations confidentielles sur les sociétés du groupe Consoli. La Cour d'appel a jugé que ces articles ne contribuaient pas à un débat d'intérêt général, mais servaient principalement les intérêts des abonnés spécialisés dans l'endettement des entreprises. Elle a considéré que leur publication risquait de causer un préjudice aux sociétés du groupe Consoli et compromettre la procédure de conciliation en cours.
La Cour de cassation a confirmé cette décision en rejetant le pouvoir de la société Merger Marca Limited. Revue des sociétés. Dans cet arrêt de la Cour de cassation, la société Merger Marca Limited conteste la décision de la Cour d'appel d'accueillir les demandes de retrait et d'interdiction de publication d'articles contenant des informations confidentielles sur les sociétés du groupe Consoli. La Cour d'appel a jugé que ces articles ne contribuaient pas à un débat d'intérêt général, mais servaient principalement les intérêts des abonnés spécialisés dans l'endettement des entreprises. Elle a considéré que leur publication risquait de causer un préjudice aux sociétés du groupe Consoli et compromettre la procédure de conciliation en cours. La Cour de cassation a confirmé cette décision en rejetant le pouvoir de la société Merger Marca Limited. Doc. 4. CAS. Com. 4 octobre 2018, numéro 18, 106, 88, refus de renvoi de la QPC relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 611, 15, du Code de commerce, l'arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2018, numéro 18, 106, 88, concerne une affaire de responsabilité civile d'un dirigeant de société. Dans cette affaire, un dirigeant de société avait pris des décisions qui avaient entraîné des pertes financières importantes pour la société. Les actionnaires de la société ont engagé une action en responsabilité contre le dirigeant, arguant qu'il avait commis une faute de gestion. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel, qui avait retenu la responsabilité du dirigeant. La Cour a considéré que les décisions prises par le dirigeant étaient contraires à l'intérêt social de la société et constituaient une faute de gestion engageant sa responsabilité. La Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 611, 15 du Code de commerce. La Cour a jugé que la question n'était ni nouvelle ni sérieuse, et que le législateur n'avait pas méconnu sa compétence en ne limitant pas les sanctions pouvant être prononcées en cas de divulgation d'informations couvertes par la confidentialité des procédures de conciliation ou des mandats ad hoc. La Cour a souligné que la divulgation de telles informations compromettrait le succès du processus en cours et que toute condamnation à indemnisation serait proportionnée au préjudice causé. Doc. 5. CED, 26 mars 2023, numéro 64594, 19. L'affaire concerne une société publiant des articles sur Internet révélant des informations confidentielles sur l'entreprise en cours de restructuration de sa dette. La société soutient que sa liberté d'expression a été violée, tandis que le tribunal soutient que la confidentialité du processus est nécessaire pour protéger le succès des négociations et l'avenir de l'entreprise. Le tribunal rejette la demande de la société et confirme la décision d'imposer des amendes et des dommages-intérêts. La requête concerne les mesures prises contre une société éditrice d'un journal en ligne en raison d'articles publiés sur une procédure de prévention des difficultés. La société requérante se plaint d'une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour conclut que l'ingérence dans la liberté d'expression était prévue par la loi, poursuivait des buts légitimes et était nécessaire dans une société démocratique. Elle rejette donc la requête comme manifestement mal fondée. La Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la requête en condamnation de la France pour atteinte à la liberté d'expression. L'affaire concernait les mesures prises contre une société de presse pour avoir publié des articles relatifs à une procédure de prévention des difficultés. La Cour a conclu que l'ingérence dans la liberté d'expression était prévue par la loi, poursuivait des buts légitimes et était nécessaire dans une société démocratique. Par conséquent, la requête a été déclarée irrecevable. Doc. 6. CAS. Com. 5 octobre 2022, l'obligation de confidentialité de l'article L. 611, 15 du Code de commerce s'applique aux parties et non pas seulement aux tiers. La Cour de cassation a confirmé que l'obligation de confidentialité de l'article L. 611, 15 du Code de commerce s'applique aux parties et à la procédure de conciliation, et non seulement aux tiers. Dans cette affaire, la Cour a rejeté les demandes de dommages-intérêts et de compensation de MN, considérant que les échanges de mails et les documents liés à la procédure de conciliation étaient couverts par la confidentialité. Doc. 7. CAS. Com. 22-7. 2015, numéro 14, 17, 377, obligation de confidentialité du mandataire ad hoc et liberté du créancier d'accepter les propositions du mandataire.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel selon laquelle l'attestation du mandataire ad hoc, qui violait l'obligation de confidentialité, a été écartée des débats. De plus, la Cour d'appel a également justifié sa décision en affirmant que le créancier n'était pas tenu d'accepter les propositions du mandataire ad hoc. Ainsi, le moyen du pouvoir a été rejeté. Doc. 8. SOC. 9 octobre 2019, numéro 18, 15305, publié au bulletin. La Cour d'appel a rejeté la demande de communication d'informations complémentaires de l'expert comptable désigné par le comité de groupe, arguant que les documents étaient couverts par une obligation de confidentialité et la discrétion nécessaire sur la situation de l'entreprise et les négociations en cours. La Cour de cassation a confirmé cette décision, soulignant que la société avait déjà transmis des informations à l'expert et qu'il n'y avait pas de preuve de documents manquants. Doc. 9. Pour aller plus loin, prévention des difficultés des entreprises et protection des données à caractère personnel. Cet article traite d'un arrêt de la Cour de cassation français qui concerne le dépôt des comptes sociaux d'une société et la protection des données personnelles. La Cour a rejeté le pouvoir en cassation d'une société par action simplifiée unipersonnelle, SASU, et de son président, qui invoquait une atteinte disproportionnée au droit à la protection des données personnelles. La Cour a estimé que la divulgation des comptes annuels était proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises. Doc 10. CAS. SOC 15 juin 2022. Droit d'alerte du CS central à l'exclusion des CS d'établissement. Le document concerne un jugement relatif au droit d'alerte économique du CS central et des CS d'établissement dans une société. Le jugement conclut que les CS d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative et annule la délibération du CS d'établissement concernant le recours à une expertise dans le cadre de l'exercice d'une procédure d'alerte économique. TD2. Doc. 1. Article du Code rural et la pêche maritime relatif au règlement amiable applicable à toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole, à l'exclusion des entreprises agricoles prenant la forme d'une société commerciale, article L. 351-1 et S. Le document concerne le règlement amiable des exploitations agricoles en France, en se référant aux extraits du Code rural et de la pêche maritime. Il décrit la procédure de règlement amiable, la désignation d'un conciliateur, l'obtention d'informations sur la situation économique et financière de l'exploitation, la mission du conciliateur pour favoriser un accord amiable entre le débiteur et les créanciers, la suspension provisoire des poursuites, l'homologation de l'accord, et les dispositions de confidentialité. Doc. 2. Extrait de CAS. Comme. 25 septembre 2019. Fin de l'accord de conciliation et sort des nouvelles sûretés consenties dans le cadre de l'accord. La Société Générale a consenti un prêt à la Société de distribution du Grand Bordeaux, SDGB, en 2005, avec MP. Comme caution solidaire. La SDGB a ensuite bénéficié d'une procédure de conciliation, mais a finalement été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. La banque a poursuivi MP. Pour exécution de ses engagements. La Cour de cassation a statué que la caducité de l'accord de conciliation entraînait également la caducité des engagements de caution, et que la banque ne pouvait pas se prévaloir des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord. Doc. 3. A. Martin Cerf, cautionnement obtenu dans le cadre d'un accord de conciliation rendu caduc par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur principal. Caducité de l'engagement de caution, RTD comme. 2020, p. 708. Cet article examine un arrêt de la Cour de cassation qui traite de la caducité d'un accord de conciliation en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. La Cour de cassation conclut que la caducité entraîne l'annulation de l'accord dans son intégralité, y compris les délais, les remises de dette et les nouvelles sûretés accordées. Cette décision suscite des critiques car elle peut dissuader les parties de conclure des accords de conciliation en raison de l'incertitude quant à la validité de ces accords. Doc. 4. L.C. Henry, anéantissement de l'accord de conciliation par l'ouverture d'un redressement judiciaire. Le sort de la caution dirigeante, rêve. Société 2019, p. 779. L'arrêt du 25 septembre 2019 tranche une question inédite concernant le sort de la caution dirigeante en cas d'ouverture d'un redressement judiciaire après un accord de conciliation.
L'article L611-12 du Code de commerce prévoit que l'ouverture d'une procédure collective met fin de plein droit à l'accord de conciliation, ce qui entraîne la disparition des garanties données pour les remises et les délais. L'arrêt de la Cour de cassation confirme cette interprétation, soulignant que la conciliation vise à assurer le rebond du débiteur et non à favoriser les créanciers. Cette approche est conforme à l'esprit des textes et aux objectifs de prévention et de redressement du débiteur. Doc. 5-CAS. Comme. 26 octobre 2022, numéro 21, 120, 85, accord de conciliation. Avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement. Indifférence de la caducité de l'accord. Créancier conserve le bénéfice du cautionnement. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a statué sur la caducité d'un cautionnement dans le cadre d'un accord de conciliation. La Cour a conclu que la caducité de l'accord n'entraîne pas l'extinction des sûretés garantissant le remboursement d'un nouvel apport de trésorerie consenti au débiteur. Par conséquent, la Cour a cassé et annulé la décision de la Cour d'appel de Rennes. Doc. 6. CASCOM. 8 mars 2023, numéro 21, 19202, accord de conciliation. Nouvelle créance garantie par un aval. Indifférence de la caducité de l'accord. Créancier conserve le bénéfice de l'aval. La Cour de cassation a annulé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Poitiers concernant un litige entre la société Banque Palatine et MJ. La banque avait consenti à la société Joyau Père de Gemme une ligne de crédit garantie par l'aval de MJ, dans le cadre d'un accord de conciliation qui est devenu caduc en raison de la liquidation judiciaire de la société. La Cour d'appel a rejeté la demande de la banque, mais la Cour de cassation a jugé que la banque pouvait demander l'exécution de l'aval malgré la caducité de l'accord. L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel d'Angers. Doc. 7. G.C. Giorgini, effet de la caducité de l'accord de conciliation sur l'aval consenti, D. Actu. 29 mars 2023, cet article examine les conséquences de la caducité d'un accord de conciliation dans le cadre d'une procédure collective en France. L'accord de conciliation est automatiquement annulé lors de l'ouverture d'une procédure collective, ce qui entraîne la suppression de tout moratoire, échelonnement ou abandon de créances consenties dans l'accord. Cependant, la Cour de cassation a précisé que les créanciers qui ont consenti une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement ou un aval, peuvent demander l'exécution de cet engagement malgré la caducité de l'accord. Cette décision clarifie le sort des sûretés consenties dans le cadre de l'accord caduc. Doc 8. H. Poujade, plan de continuation et apurement du passif public. Un épilogue contrasté, RTD com. 2022, p. 382. Ce document examine la participation des créanciers publics à la restructuration des dettes fiscales et sociales dans les procédures de conciliation et judiciaire en France. Il souligne les contraintes et les conditions imposées aux créanciers publics, ainsi que les assouplissements apportés par la législation en réponse à la crise économique et sanitaire. Le décret récent du 23 septembre 2021 prolonge les délais de saisine de la commission départementale et offre une nouvelle opportunité aux créanciers publics de contribuer au redressement des entreprises en difficulté. TD3. Document 1. CAS. Com. 26 juin 2007, Bulle. CIV. IV. Numéro 177. Conditions d'ouverture. Appréciation au jour de l'ouverture. Situation de la société filiale appréciée indépendamment des capacités financières du groupe auquel elle appartient. La société N. Schlumberger a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. La société LRM a fait tierce opposition au jugement d'ouverture. La Cour d'appel a rejeté la tierce opposition en considérant que la situation de la société débitrice devait être appréciée indépendamment des capacités financières du groupe auquel elle appartient. La Cour d'appel a également jugé que les difficultés de la société Schlumberger, qui ne pouvait pas surmonter ses passifs échus et l'épuisement prévu de ses lignes de crédit, justifiaient l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Le pouvoir formé par la société LRM a été rejeté. Document 2. CAS. Com. 8 mars 2011. Le document concerne une affaire judiciaire relative à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde pour les sociétés Oledam Luxembourg. La tierce opposition formée par la société Eurotitrisation a été déclarée recevable, mais la Cour de cassation a annulé cette décision.
L'arrêt a également été annulé en raison de plusieurs autres motifs, notamment le fait que la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en ne prenant pas en compte les difficultés financières invoquées par la société Hall. De plus, la Cour d'appel a ajouté des conditions à la loi sur la sauvegarde qui ne sont pas prévues, ce qui constitue une violation du texte. Par conséquent, l'arrêt a été cassé et renvoyé devant la Cour d'appel de Versailles. Doc. 3. Casse. Com. 23 avril 2013 Cessation des paiements. Capital social non libéré dans ce cas, MX. A déposé une tierce opposition contre un jugement qui a placé la société Etinvest en redressement judiciaire. Cependant, la Cour d'appel a rejeté la tierce opposition de MX. En déclarant que le capital social non libéré ne peut pas être considéré comme un actif disponible ou une réserve de crédit selon les dispositions du Code de commerce. La Cour a statué que le capital social non libéré constitue une dette de la société envers ses actionnaires et ne peut pas être considéré comme un actif pouvant être utilisé pour répondre aux passifs exigibles. MX a fait valoir que le capital restant devrait être considéré comme une réserve de crédit, permettant à la société de couvrir ses passifs déclarés. Il a soutenu que le capital social non libéré, s'élevant à de 200-500 euros, pourrait être utilisé pour couvrir le passif déclaré de 668-977 euros. Il a également soutenu que la Cour d'appel n'a pas pris en compte la demande de remboursement des créances du compte courant des actionnaires, d'un montant total de 625 000 euros, qui n'était pas encore échu. Cependant, la Cour d'appel a statué que le capital social non libéré ne peut pas être considéré comme un actif disponible ou une réserve de crédit, car son inclusion dans la trésorerie de la société nécessiterait une action en recouvrement qui pourrait ne pas aboutir immédiatement. La Cour a souligné que le capital social non libéré constitue une dette de la société envers ses actionnaires et ne peut pas être considéré comme un actif disponible pour répondre aux passifs exigibles. Par conséquent, la Cour d'appel a conclu que la tierce opposition de MX était infondée, car le capital social non libéré ne peut pas être considéré comme un actif disponible ou une réserve de crédit. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement initial plaçant la société Etinvest en redressement judiciaire. Doc. 4. Casse. Com. 24 mars 2021 Cessation des paiements. Actifs disponibles. Prix de vente d'un immeuble. La Cour d'appel de Paris a annulé une décision de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'ouverture du redressement judiciaire de la SCI Solène. La Cour a jugé que le prix de vente d'un immeuble ne peut être considéré comme un actif disponible avant d'avoir été versé entre les mains du débiteur. La Cour a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris. Document 5. Casse. Com. 7 février 2012, Bulle. Civ. IV numéro 28. Dans cette affaire concernant la sauvegarde judiciaire, la Cour d'appel de Versailles a violé le texte de l'article R. 662-3 du Code de commerce en retenant la compétence du tribunal de la procédure collective. La contestation portait sur des fautes contractuelles postérieures à l'ouverture de la procédure et à la résiliation de la convention de franchise, et n'était donc pas liée à la procédure collective. La juridiction désignée par la clause attributive de compétence du contrat de franchise était compétente. Cet arrêt concerne un litige entre Spody et la Barthemini concernant la résiliation d'un contrat de franchise suite à la mise en redressement judiciaire de la Barth. La question de compétence territoriale est soulevée, mais la Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d'appel de Versailles, estimant que la juridiction désignée par la clause attributive de compétence du contrat de franchise était compétente. En conséquence, l'arrêt de la Cour d'appel a été cassé et annulé. Doc. 6. Casse. Com. 16 juin 2015, numéro 14-13 1970, publié au bulletin. Dans cette affaire, la société Netmaquet Ingénierie, NMI, a cédé des progiciels à la société Netmaquet, Newtonmètre, pour 950 000 euros réglés par compensation. Suite à la liquidation judiciaire de NMI, le liquidateur a assigné Newtonmètre en inopposabilité de la compensation et paiement de 950 000 euros, invoquant la fraude polienne. La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel de Paris, rejetant le pourvoi et maintenant la compétence du tribunal de commerce de Paris. Dans cette affaire concernant la sauvegarde judiciaire, la Cour d'appel de Versailles a violé le texte de l'article R. 662-3 du Code de commerce en retenant la compétence du tribunal de la procédure collective.
La contestation portait sur des fautes contractuelles postérieures à l'ouverture de la procédure et à la résiliation de la convention de franchise, et n'était donc pas liée à la procédure collective. La juridiction désignée par la clause attributive de compétence du contrat de franchise était compétente. Document 7. CAS. Com. 16 juin 2015, numéro 14-101-87, publié au Bull. L'arrêt concerne une procédure de liquidation judiciaire étendue à une SCI en raison de la confusion des patrimoines. La SCI conteste cette extension en invoquant des flux financiers normaux et l'absence de préjudice pour les créanciers. Cependant, la Cour d'appel considère que des relations financières anormales suffisent à caractériser la confusion des patrimoines, indépendamment de l'augmentation du passif du débiteur. Le pouvoir est rejeté. La Cour d'appel a statué en faveur de l'extension de la liquidation judiciaire d'une SARL à une SCI, malgré les arguments de la SCI. La Cour a affirmé que des relations financières anormales entre les deux sociétés suffisent à caractériser une confusion des patrimoines, sans nécessiter la preuve d'une augmentation du passif ou d'un préjudice aux créanciers. Document 8. CAS. Com. 8 octobre 200. L'arrêt rendu concerne la compétence territoriale du tribunal dans une procédure de liquidation judiciaire et le privilège de juridiction. La Cour d'appel a statué que les règles nouvelles de compétence territoriale dérogent aux règles de droit commun, ce qui a été considéré comme une violation du texte susvisé. L'arrêt a été cassé et annulé. La décision rendue concerne la compétence territoriale du tribunal dans une procédure de liquidation judiciaire et le privilège de juridiction. La Cour d'appel a statué que les nouvelles règles de compétence territoriale dérogent aux règles de droit commun, mais cette décision a été cassée et annulée par la Cour de cassation. Il est essentiel de respecter les règles de compétence territoriale et de privilège de juridiction pour assurer une procédure équitable et conforme à la législation en vigueur. Document 9. CAS. Com. 31 janvier 2012, Bull. 2012, numéro 15. La Cour d'appel de Paris a violé les textes en rejetant la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe dans une affaire de liquidation judiciaire. La compétence territoriale et le privilège de juridiction sont régis par les articles 47 du Code de procédure civile, R. 601 et R. 662-1 du Code de commerce. La Cour de cassation a annulé la décision de la Cour d'appel de Paris dans une affaire portant sur la compétence territoriale et le privilège de juridiction. La Cour d'appel a violé les articles du Code de procédure civile et du Code de commerce en rejetant la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe. Cette décision souligne l'importance de respecter les règles de compétence territoriale et de privilège de juridiction dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Doc. 10 extraits CAS. Com. 11 mars 2020. Articulation article L. 621-2 C. Com et L. 721-8 C. Com. La société de HP conteste la compétence du tribunal de commerce de Compiègne pour l'extension de la procédure collective de la société SAI à son encontre. Cependant, la Cour d'appel d'Amiens a rejeté cette exception d'incompétence, en se basant sur l'article L. 621-2 du Code de commerce qui prévoit que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour une demande d'extension, quelle que soit l'entreprise visée par la demande. La Cour de cassation a annulé la décision de la Cour d'appel de Paris dans une affaire portant sur la compétence territoriale et le privilège de juridiction. La Cour d'appel a violé les articles du Code de procédure civile et du Code de commerce en rejetant la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe. Cette décision souligne l'importance de respecter les règles de compétence territoriale et de privilège de juridiction dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Dans une autre affaire, la Cour d'appel d'Amiens a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Compiègne pour étendre la procédure collective à une entreprise, malgré le montant élevé de son chiffre d'affaires, en se basant sur les dispositions de l'article L. 621-2 du Code de commerce. TD 4. Doc 1. CAS. Com. 3 novembre 2010, Bull. Civ. IV, numéro 167, sur l'interdiction des paiements. Dans cette affaire, la banque BNP Paribas a clôturé un compte joint après que Madame Lisa a été mise en redressement judiciaire. La banque a ensuite poursuivi MX pour le solde débiteur du compte. La Cour d'appel a condamné MX à payer la somme demandée, mais la Cour de cassation a annulé cette décision en raison d'un manque de base légale.
L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Douai. Dans cette affaire opposant la banque BNP Paribas M et Madame 10, la question centrale était la justification de la contrepassation effectuée par la banque sur le compte joint. La Cour de cassation a annulé la décision de la Cour d'appel, estimant qu'elle n'avait pas vérifié si le virement litigieux permettait le paiement d'une créance antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. L'affaire a été renvoyée devant une autre Cour d'appel pour un nouvel examen. Doc. 2. Cass. Com. 2 juillet 2014, extrait. Date de naissance des créances dues au titre du préjudice d'anxiété. Dans ce cas, l'entreprise de chantier naval nommée est entrée en redressement judiciaire et a été liquidée. Le tribunal a tenu la GS responsable de garantir la demande de dommages pour anxiété causée par l'exposition à l'amiante. Cependant, la Cour suprême a constaté que les dommages pour anxiété sont survenus après l'ouverture de la procédure collective, et par conséquent, la décision de la Cour d'appel en faveur de la garantie de la GS a été violée. La Cour suprême a annulé les décisions de la Cour d'appel, mais aucune autre procédure n'est nécessaire. Doc 3. Cass. Com. 10 février 2015, extrait sur la date de naissance des créances. Dans cette affaire, la Cour d'appel a statué sur les créances relatives aux dommages-intérêts, à l'indemnité d'occupation et aux charges de copropriété. La Cour a conclu que ces créances ne sont pas opposables à MX. Pendant l'exécution du plan de redressement et après son exécution, car elles ne sont pas issues du partage mais du jugement de divorce et de l'occupation de l'immeuble indivis. La Cour d'appel a décidé que les créances liées aux dommages-intérêts, à l'indemnité d'occupation et aux charges de copropriété ne peuvent pas être imposées à MX. Pendant et après l'exécution du plan de redressement, car elles ne sont pas liées au partage des biens, mais plutôt au jugement de divorce et à l'occupation de l'immeuble indivis. Doc. 4. Cass. Com. 27-7. 2017, numéro 16, 193-94. Intérêt d'une créance en compte courant. Intérêt continuant à courir après le JO. Créance d'intérêt accessoire à la créance en compte courant née antérieurement. La Cour d'appel a violé l'article L622-7 du Code de commerce en considérant que les intérêts d'une créance en compte courant antérieure au jugement d'ouverture pouvaient continuer à courir pendant la période d'observation, malgré l'interdiction des paiements. La Cour d'appel a commis une erreur en interprétant incorrectement l'article L622-7 du Code de commerce, permettant aux intérêts de continuer à courir pendant la période d'observation d'une procédure collective. Cette décision va à l'encontre de l'interdiction des paiements énoncée dans l'article, violant ainsi les dispositions de la loi et compromettant l'équité des procédures collectives. Doc. 5. Cass. Com. 19 mars 1991, Bulle. Civ. IV, numéro 105, interdiction des paiements, exception relative au paiement par compensation des créances connexes, qualification de créances connexes. Le document concerne un arrêt judiciaire portant sur une demande de compensation entre deux parties dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. La Cour d'appel a décidé à bon droit que la compensation devait opérer entre les sommes exigibles des deux parties, malgré les dispositions légales prévoyant un ordre de paiement entre les créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective. Le pouvoir est rejeté. Cet arrêt judiciaire concerne une demande de compensation entre deux parties impliquées dans une procédure de redressement judiciaire. La Cour d'appel a confirmé que la compensation entre les deux parties était justifiée et légalement valide, malgré les dispositions spécifiques en matière de paiement des créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective. Cette décision met en évidence l'importance de la compensation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Doc. 6. Cass. Com. 27 janvier 2015, interdiction des paiements, exception relative au paiement par compensation des créances connexes, qualification de créances connexes. La Cour de cassation a annulé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une affaire opposant la société Kirner à la Chambre de commerce et d'industrie du Var. La Cour d'appel avait rejeté la demande de compensation de la Chambre de commerce, mais la Cour de cassation a jugé que la créance résultant d'une surfacturation était connexe à une autre créance née du même contrat. L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Montpellier. La Cour de cassation a annulé un jugement rendu par la Cour d'appel dans une affaire opposant Kirner à la Chambre de commerce et d'industrie du Var. La Cour de cassation a reconnu le lien entre différentes demandes découlant d'un contrat et a renvoyé l'affaire à la Cour d'appel de Montpellier.
Cette décision souligne l'importance d'une analyse complète dans les procédures judiciaires et met en évidence le rôle de la Cour de cassation dans la garantie de l'exactitude des interprétations juridiques. Le renvoi à la Cour d'appel indique qu'une étude plus approfondie sera entreprise. Dans l'ensemble, cette affaire rappelle la complexité des litiges juridiques et l'importance des juridictions supérieures dans le processus judiciaire. Doc. 7. Cass. Com. 19 juin 2012, numéro 10, 216, 41, créance connexe, déclaration de créance, le tribunal a rejeté l'appel du principal entrepreneur et lui a ordonné de payer les sommes dues à un sous-traitant. Le principal entrepreneur n'a pas réussi à déclarer sa demande dans la procédure de liquidation, ce qui l'a empêché d'invoquer le principe juridique de compensation. Le tribunal a souligné l'obligation de déclarer les créances dans les procédures d'insolvabilité, rejetant ainsi l'argument du principal entrepreneur. La décision du tribunal inférieur a été confirmée et le principal entrepreneur a été condamné à payer les sommes dues. Doc. 8. Cass. Com. 21 février 2012, Bulle. Civ. IV numéro 44 interdiction des paiements de créances antérieures. Exception relative au paiement par compensation des créances connexes. Créance connexe du débiteur née postérieurement. Le document concerne un arrêt de la Cour d'appel de Paris concernant une demande de mainlevée de saisie dans le cadre d'une procédure collective. La Cour d'appel a ordonné la mainlevée des saisies en se basant sur la compensation de créances connexes entre la société Géoénergie et la société X. Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, estimant que la Cour d'appel aurait dû surseoir à statuer en attendant la décision du juge commissaire. Le document contient également des arguments juridiques concernant la compétence du juge commissaire et l'application du règlement, CE, numéro 1346-2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. L'arrêt attaqué concerne une affaire de compensation de créances dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris pour être rejugée. Doc. 9. Cass. Com. 3 avril 2019 paiement par compensation de créances connexes. Conditions suffisantes de déclaration de créance. Indifférence de l'admission de la créance. L'arrêt attaqué concerne une affaire de déclaration de créance et de compensation entre la société Sauvager et la SCI Le Pas du Buisson. La Cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les demandes de la SCI au titre des pénalités de retard et de l'installation de chauffage, au motif que la société n'a pas justifié de l'admission de ses créances au passif de la procédure collective de la société Sauvager. La Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, soulignant que le juge du fond doit d'abord se prononcer sur le caractère vraisemblable de la créance invoquée avant d'admettre la compensation. Le jugement en appel est annulé car la Cour d'appel a violé les dispositions en ne reconnaissant pas la compensation des créances connexes déclarées par la SCI Le Pas du Buisson. L'affaire est renvoyée à la Cour d'appel de Paris pour une nouvelle procédure. Doc. 10. Cass. Com. 3 mai 2016, numéro 14, 248, 55, exception relative au paiement des créances alimentaires, exclusion des créances salariales du champ d'application de l'exception. Le pouvoir est rejeté dans l'affaire concernant l'exception relative au paiement des créances alimentaires et l'exclusion des créances salariales du champ d'application de l'exception. La Cour d'appel a décidé que les créances salariales ne sont pas assimilables à des créances alimentaires et n'a pas à effectuer de recherche à ce sujet. De plus, les paiements des créances salariales ne peuvent être effectués que sur décision du juge commissaire. La Cour d'appel a rejeté le pouvoir concernant l'exception liée au paiement des créances alimentaires et l'exclusion des créances salariales. Les créances salariales ne peuvent être considérées comme des créances alimentaires et doivent être payées sur décision du juge commissaire. Doc. 10. Cass. Com. 2 Dec. 2014, sur les conditions de qualification de créances postérieures privilégiées au sens de l'article L. 622-17 du Code de commerce, la SCI Marie a assigné la société Liago EMY. En réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de relouer les locaux avant le début de l'année scolaire suivante et en paiement du coût des travaux de leur remise en état. La Cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de la SCI contre la société EMY. En tant que représentant de la société, et a rejeté les demandes de la SCI contre MY. À titre personnel, le pouvoir est rejeté.
La SCI Marie a intenté une action en justice contre la société Liago et MY pour obtenir réparation du préjudice subi, mais la Cour d'appel a déclaré les demandes irrecevables, limitant ainsi les recours possibles. La SCI ne pourra pas obtenir réparation, ni faire payer les coûts de réparation des locaux. Doc. 11. Casse. Com. 6 juin 2018, numéro 16, 239, 96, extrait. Interdiction des poursuites. Dans cette affaire, la société Fermetures Habitat Confort a été condamnée à payer des dommages-intérêts à M et Madame Z pour des malfaçons dans les travaux effectués. La société avait omis de mentionner la créance de M et Madame Z lors de sa mise en redressement judiciaire. Cependant, la Cour d'appel a violé la règle de l'interdiction des poursuites individuelles, car M et Madame Z auraient dû déclarer leur créance dans les 2 mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société. La société Fermetures Habitat Confort a été condamnée à payer des dommages-intérêts à M et Madame Z pour des malfaçons, mais la Cour d'appel a jugé que leur action en dommages-intérêts n'était pas recevable, car ils n'avaient pas respecté les délais de déclaration de leur créance dans le cadre de la procédure collective. Doc. 12. Extrait casse. Com. 15 juin 2022 limite du principe d'interdiction des poursuites et sort de la créance de restitution d'un contrat antérieur. Le document concerne un litige relatif à la résolution d'un contrat de vente et à la restitution du prix de vente. La Cour d'appel a jugé recevables les actions des demandeurs et ordonné la résolution de la vente ainsi que la restitution du prix de vente. Cependant, la Cour de cassation a conclu que la créance de restitution, bien que née après l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par la loi. Par conséquent, le débiteur ne peut être condamné à payer cette créance et le créancier doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire. Le document concerne un litige relatif à la résolution d'un contrat de vente et à la restitution du prix de vente. Les demandeurs ont engagé une action en justice, et la Cour d'appel a jugé recevable leur revendication. Elle a ordonné la résolution de la vente et la restitution du prix de vente. Cependant, la décision de la Cour d'appel a été contestée devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a examiné la question de la créance de restitution, qui est née après l'ouverture de la procédure collective. Elle a conclu que cette créance ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par la loi. En d'autres termes, le débiteur ne peut être condamné à payer cette créance et le créancier doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire. Cette décision de la Cour de cassation soulève des questions importantes concernant les créances postérieures à l'ouverture d'une procédure collective. Elle met en évidence la nécessité pour les créanciers de suivre la procédure de vérification des créances et de faire valoir leurs droits devant le juge commissaire. En résumé, la Cour d'appel a ordonné la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, mais la Cour de cassation a statué que la créance de restitution ne peut pas être payée par le débiteur et doit être soumise à la procédure de vérification des créances. Cette décision souligne l'importance du respect des procédures légales dans les cas de litiges liés à des procédures collectives. Doc. 12. Casse. Com. 20 janvier 2021, numéro 19, 20, 076, publié au bulletin Transactions. Autorisation préalable du juge commissaire. La société Victoire a demandé l'autorisation d'une transaction pour résilier un bail commercial, mais la Cour d'appel a rejeté la requête. La Cour a constaté que bien que les parties se soient mises d'accord sur les modalités de la résiliation amiable, l'administrateur judiciaire et la société Victoire n'avaient pas le pouvoir de transiger sans l'autorisation préalable du juge commissaire. Le pouvoir a été rejeté. La société Victoire a vu sa demande d'autorisation de transaction pour résilier un bail commercial rejetée par la Cour d'appel en raison du manque d'autorisation préalable du juge commissaire. Cette affaire soulève des questions sur les pouvoirs de l'administrateur judiciaire et l'importance de respecter les procédures légales et les autorisations nécessaires dans les procédures collectives. TD5. Doc. 1. Appréciation des actes de gestion courante. La Cour d'appel a statué en faveur de la banque dans une affaire concernant une lettre de change émise par une société en redressement judiciaire. La Cour a considéré que l'émission de la lettre de change était un acte de gestion courante et que la banque n'était pas de mauvaise foi car elle n'avait pas connaissance des restrictions imposées par le jugement d'ouverture de la procédure collective. Le pouvoir a été rejeté.
Dans une affaire récente, la Cour d'appel a statué en faveur d'une banque dans un litige concernant un billet à ordre émis par une société en cours de réorganisation judiciaire. La Cour a conclu que la banque n'agissait pas de mauvaise foi et ne peut être tenue responsable de ne pas avoir été informée des restrictions imposées par le tribunal. Cette décision met l'accent sur l'importance de comprendre les implications juridiques des transactions commerciales, en particulier dans le cadre des procédures d'insolvabilité, et souligne le concept d'acte de gestion ordinaire et leur impact sur la responsabilité. Elle précise que les banques et autres parties ne peuvent pas être tenues responsables de ne pas être informées de certaines restrictions ou obligations si elles n'ont pas été explicitement communiquées ou si elles ne sont pas de notoriété publique. Cependant, il est crucial que les parties impliquées dans des transactions financières fassent preuve de diligence raisonnable et sollicitent des conseils juridiques pour garantir le respect des lois et réglementations applicables, notamment dans les situations d'insolvabilité ou de réorganisation judiciaire. Doc 2. Appréciation des actes de gestion courante. La société SNTM est condamnée à payer à la SORCIP une somme de 117 288,05 € pour des factures impayées. La Cour d'appel a considéré que les commandes passées par la société SNTM constituaient des actes de gestion courante nécessaires à la poursuite de son activité. Le pouvoir est rejeté. La société SNTM a été condamnée par la Cour d'appel à payer 117 288,05 € à la SORCIP pour des factures impayées. La Cour a confirmé que les commandes étaient nécessaires à la poursuite de l'activité de SNTM. Malgré un pouvoir rejeté, SNTM doit payer la somme due. Cette affaire souligne l'importance pour les entreprises de respecter leurs obligations financières pour éviter des poursuites judiciaires. Doc. 3. Protection des contrats en cours. Clause modifiant les conditions de poursuite du contrat au détriment du débiteur CAS. Comme 14 janvier 2014, la Cour de cassation a annulé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai concernant un litige entre le liquidateur d'une société en redressement judiciaire et l'assureur. La Cour d'appel avait débouté le liquidateur de sa demande d'indemnité au titre de la perte de valeur du fonds de commerce causé par des sinistres, en se basant sur une clause du contrat d'assurance. La Cour de cassation a jugé que cette décision violait les dispositions légales interdisant les clauses qui modifient les conditions de poursuite du contrat au détriment du débiteur en redressement judiciaire. L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Douai. La Cour de cassation a annulé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai dans un litige entre un liquidateur et un assureur. La Cour de cassation a jugé que la décision de la Cour d'appel était contraire aux dispositions légales protégeant les débiteurs en redressement judiciaire. L'affaire est renvoyée pour réexamen, soulignant l'importance de respecter les dispositions légales dans les litiges entre liquidateurs et assureurs lors de procédures de redressement judiciaire. Doc. 3 CAS. CIV. 3e, 17 mai 2011. Acquisition de l'effet de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris concernant l'acquisition de l'effet de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial a été cassé et annulé. Cependant, cette décision a suscité un débat intense quant à la validité de la procédure engagée par le bailleur. En effet, la Cour d'appel a été accusée d'avoir violé les textes en poursuivant l'action introduite après la mise en redressement judiciaire du preneur. Cette controverse a conduit à un réexamen approfondi de l'affaire par la Cour d'appel de Paris. Cela signifie que les arguments présentés par le bailleur en vue de résilier le bail commercial sont actuellement remis en question et nécessitent une réévaluation minutieuse. Par conséquent, cette décision a un impact significatif sur l'issue finale de cette affaire et pourrait potentiellement changer le cours des événements. Doc. 4. CAS. Com. 27. 2017, extrait, contrat en cours. Résiliation de plein droit. Nécessité d'un constat du juge commissaire. Le document traite d'un litige juridique entre CNH Financial Services et Recyclage Transport Valorisation Service, RTVS 1, concernant la résiliation d'un contrat de location. Malgré des difficultés financières et un changement de propriétaire, le tribunal a statué que le contrat restait valide en raison de l'absence d'une déclaration formelle de résiliation. En conséquence, Ecosis et RTVS 2 ont été tenus responsables des paiements de loyers impayés et de l'indemnité de résiliation demandée par CNH. Doc. 5. CAS.com. 4 juillet 2018. Contrat en cours. Résiliation de plein droit.
Nécessité d'un constat du juge commissaire. Le document traite d'un litige juridique entre CNH Financial Services et Recyclage Transport Valorisation Service, RTVS 1, concernant la résiliation d'un contrat de location. Malgré des difficultés financières et un changement de propriétaire, le tribunal a statué que le contrat restait valide en raison de l'absence d'une déclaration formelle de résiliation. En conséquence, Ecosys et RTVS 2 ont été tenus responsables des paiements de loyers impayés et de l'indemnité de résiliation demandée par CNH. La société X a été confrontée à une procédure de sauvegarde qui a compliqué son contrat de location avec la société Ophiliam. La Cour d'appel a jugé que la résiliation du contrat n'était pas valide car la société X n'a pas saisi le juge commissaire pour constater la résiliation. La société X a fait appel, mais le pourvoi a été rejeté. Cette affaire souligne l'importance de respecter les procédures légales lors de la résiliation d'un contrat et de consulter des professionnels du droit pour éviter de telles situations. Doc 6, CAS. Com, 2DEC. 2014 sur les conditions de qualification de créances postérieures privilégiées au sens de l'article L622-17 du Code de commerce. La Cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de la SCI contre la société EMY et a rejeté ces demandes contre MY. À titre personnel, la créance de remise en état des locaux loués n'est pas considérée comme une créance au titre de prestations fournies après le jugement d'ouverture de la procédure collective, mais comme une créance liée à la résiliation du contrat. De plus, la Cour d'appel a conclu qu'il n'y avait pas de faute de la part de l'administrateur judiciaire pour avoir maintenu la société dans les locaux loués pendant 3 mois après l'expiration du bail. La Cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de la SCI contre la société, mais a rejeté les demandes contre MY. À titre personnel, la Cour a qualifié la créance de remise en état des locaux loués comme une créance liée à la résiliation du contrat, et non comme une créance au titre de prestations fournies après le jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle a également conclu qu'il n'y avait pas de faute de la part de l'administrateur judiciaire dans sa gestion de l'affaire. Cette décision souligne l'importance de comprendre les différentes catégories de créances et le rôle crucial de l'administrateur judiciaire dans une procédure collective. Doc. 7. Sur la qualification de créance postérieure privilégiée CAS. Com. 22 février 2017. La société Groupe Parizeau, en procédure de sauvegarde puis de redressement judiciaire, conteste le paiement de la taxe d'apprentissage et de la participation à la formation professionnelle continue pour l'année 2012. La Cour d'appel a autorisé le règlement de ces sommes conformément à l'article L622-17 du Code de commerce. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que ces créances sont nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La société Groupe Parizeau est actuellement en procédure de sauvegarde puis de redressement judiciaire. Dans ce contexte, elle conteste le paiement de la taxe d'apprentissage et de la participation à la formation professionnelle continue pour l'année 2012. Cependant, la Cour d'appel a autorisé le règlement de ces sommes conformément à l'article L622-17 du Code de commerce. Malgré cela, la société Groupe Parizeau a fait un pourvoi devant la Cour de cassation pour contester cette décision. La Cour de cassation a rendu son jugement et a rejeté le pourvoi de la société Groupe Parizeau. Elle a confirmé que les créances en question sont effectivement nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Cela signifie que la société est tenue de payer ces sommes, même si elle est en situation de sauvegarde puis de redressement judiciaire. Ce jugement de la Cour de cassation vient donc renforcer la décision de la Cour d'appel et confirme que les créances liées à la taxe d'apprentissage et à la participation à la formation professionnelle continue doivent être réglées par la société Groupe Parizeau. Cette affaire met en lumière les obligations financières auxquelles une entreprise en difficulté peut être confrontée, même lorsqu'elle est engagée dans une procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire. Doc. 8. Qualification de créance postérieure privilégiée au sens de l'article L622-17 C comme CAS. Comme le 24 mars 2021, 20-13-832, la Cour de cassation a annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles concernant la qualification d'une créance postérieure privilégiée.
L'arrêt a statué que la cotisation foncière des entreprises est une créance d'origine légale, mais n'est ni utile à la conservation des locaux, ni inhérente à l'activité de la société, et ne peut donc pas être considérée comme une créance pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation. Doc. 9 extrait CAS.com. 9 mai 2018. Créance postérieure privilégiée, appréciation du caractère utile de la créance. La société du coin Ingénierie et Concept a sous-traité un contrat à la société Dauphin Construction. Après que la société Dauphin a été mise en redressement judiciaire, elle a informé la société DIEC qu'elle ne pouvait plus poursuivre les travaux. La société DIEC a assigné la société Dauphin en justice pour obtenir le paiement d'une somme. La Cour d'appel a condamné la société MJ Synergie, en tant que liquidateur de la société Dauphin, à payer une partie de la somme réclamée par la société DIEC. Cependant, la Cour d'appel a omis de se prononcer sur certains paiements effectués par la société DIEC à d'autres fournisseurs. La décision de la Cour d'appel a été cassée et renvoyée devant la Cour d'appel de Nancy. La société du coin Ingénierie et Concept a sous-traité un contrat à la société Dauphin Construction. Cependant, suite à la mise en redressement judiciaire de la société Dauphin, la société DIEC a assigné la société Dauphin en justice pour obtenir le paiement d'une somme due. Après examen de l'affaire, la Cour d'appel a condamné la société MJ Synergie, en tant que liquidateur de la société Dauphin, à payer une partie de la somme réclamée par la société DIEC. Cependant, cette décision de la Cour d'appel a été cassée pour une raison importante. En effet, il a été révélé qu'il y avait une omission significative dans la prise en compte de certains paiements effectués par la société DIEC à d'autres fournisseurs. Cette omission a remis en question la validité de la décision de la Cour d'appel. Par conséquent, le dossier sera réexaminé par la Cour d'appel de Nancy afin de parvenir à une décision finale. Cela signifie que l'affaire est toujours en cours et qu'il reste des étapes à franchir avant qu'une décision définitive ne soit rendue. Doc. 10. CAS.com. 29 mai 2019. Qualification de créance postérieure privilégiée. Absence de nécessité de rechercher si la prestation a effectivement profité au débiteur dans cette affaire. La Cour d'appel a condamné M. à payer une provision à la société de taux en raison des cotisations échues pour les années 2016 et 2017. La Cour a conclu que l'émission d'une lettre de change pour une somme de 60 000 € par la société Fairmont constituait un acte de gestion courante. De plus, la Cour a estimé que la banque n'était pas de mauvaise foi et ne pouvait être tenue responsable de ne pas avoir été informée des restrictions imposées par le tribunal. Cette décision met en évidence l'importance de comprendre les implications juridiques des transactions commerciales, en particulier dans le cadre des procédures d'insolvabilité. Elle souligne également le concept d'acte de gestion ordinaire et leur impact sur la responsabilité. La Cour d'appel a condamné M. à payer une provision à la société de taux pour des cotisations échues. L'émission d'une lettre de change par la société Fairmont a été considérée comme un acte de gestion courante. Cette affaire souligne l'importance de comprendre les implications juridiques des transactions commerciales et de communiquer clairement les informations pertinentes pour éviter des litiges.